je vous ai parlé du groupe Renaissance, groupe créolo-celtique de l'île de la Réunion, qui donc mélange les percussions traditionnelles du maloya et du séga avec les cornemuses et bombardes bretonnes. C'est un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a eu quelques bons moments de succès, qui a eu une belle ascension, surtout dans les périodes des années 2000, 2000 à 2005, et qui ensuite a continué son aventure musicale. Il se produit assez régulièrement sur l'île de la Réunion, mais surtout à l'extérieur, en Bretagne et un peu partout en France. Voilà. Alors vous avez donc ici un de ces CD, il en a fait 7 ou 8, le groupe Renaissance. Et puis vous avez aussi ce livre, Résistance australe, qui est donc la publication des textes de Renaissance, parce que Renaissance c'est d'abord des textes. Et ce livre a obtenu le prix des éditeurs au premier concours de poésie de l'île de la Réunion en 1998. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi maintenant de Waterloo, puisque c'était le bicentenaire de l'événement l'année dernière. Et j'ai intitulé ma communication « Quand stratégie militaire rimait déjà avec manipulation et addiction alcoolique des soldats du contingent ». Puisqu'en France, quelques nostalgiques du Premier Empire souhaitaient en 2015 fêter le bicentenaire de la bataille de Waterloo, prétendant même qu'elle fut une défaite à l'allure de victoire pour leur idole Napoléon Ier, parlons-en. Le 6 juin 1815, les soldats hollandais et belges étaient tellement saouls que, incapables de viser l'ennemi avec leurs fusils, ils ont chargé la garde impériale de Bonaparte à la baïonnette. Il est vrai que, retardée d'une demi-journée à cause de fortes précipitations, la bataille semblait plutôt mal engagée pour les Français, mais pas définitivement perdue. Dans la soirée, les troupes napoléoniennes se retrouvent bloquées entre les feux des soldats de Wellington, l'anglais, en face, et ceux du maréchal prussien Blücher, qui viennent d'arriver par l'est. Napoléon décide alors de lancer sur les positions anglaises la vieille garde impériale, un corps d'élite réputé pour son invulnérabilité et sa bravoure. Mais les soldats, pourtant aguerris, vont être horrifiés par la férocité des opposants ivres d'alcool qu'on leur avait fait avaler. Le général Chassé, un général hollandais, va lever son sabre et dire « Charge à la baïonnette !» puisqu'ils sont incapables de tirer. Et ils vont charger en essayant d'éventrer un maximum de soldats de la garde impériale qui va donc reculer. Napoléon fuira dans la nuit. Cette défaite marquera le début de la fin pour l'empereur. Là serait la principale raison de la défaite de Napoléon contre la coalition anglo-hollando-prussienne à Waterloo il y a 200 ans. Vous savez, c'était la guerre des 4 empereurs. Une autre cause paraîtra essentielle aux stratèges, c'est que les Français font face à 2 fronts en même temps. Mais cette anecdote de l'enivrement des recrues bataves ne révélerait-elle pas une nouvelle technique de manipulation militaire consistant à saouler les jeunes soldats appelés pour qu'ils oublient la peur de mourir au moment de l'assaut? N'oublions pas que la première conscription obligatoire date de peu de temps avant le début du Premier Empire. En effet, la Convention républicaine parisienne avait déjà voté l'enrôlement forcé d'hommes en âge de servir les armes de 20 à 22 ans avec la levée en masse de l'an 2 en septembre 1793. Avant cette date, sous l'Ancien Régime, faire la guerre restait un choix de métier. Bien entendu, un seigneur pouvait obliger ses serfs ou même ses manants, je vous l'expliquerai tout à l'heure la différence, à venir défendre avec lui son château ou son fief, mais les opérations restaient ponctuelles, des signatures d'enrôlés, disons plutôt des croix au bas d'un papier que l'engagé analphabète ne pouvait lire, étaient souvent volées pour quelques verres de gnôle offerts par des recruteurs dans le fond des tavernes, mais aucune loi ne déclarait déserteur le signataire qui se dérobait à son engagement le lendemain. D'accord ? Voilà comment c'était sous l'Ancien Régime. Je reviens sur l'histoire de serf et manant. Le serf est un simple laboureur, le manant est plutôt un paysan aisé. Rappelons que sous l'Ancien Régime, la terre appartient aux nobles
et à d'éventuels bourgeois plus ou moins anoblis par leur mariage. Voilà la différence entre serf et manant. Alors, au XIXe siècle, Bonaparte va user sans vergogne du service militaire devenu obligatoire. C'est la loi Jourdan-Delbrel de 1798. Pour alimenter en recrues ces troupes de grognards qui mettront l'Europe à feu et à sang. Cette conscription générale sera particulièrement sévère dans l'Ouest, notamment en Vendée militaire, la Vendée qui s'était révoltée, région qui regroupe des territoires du sud de la Bretagne, de l'Anjou et du nord du Poitou. N'oublions pas que c'est cette région-là qui, en 1793, refusant la levée en masse, s'est insurgée contre le gouvernement révolutionnaire et qu'elle fut l'objet à cause de cela d'une répression épouvantable des troupes républicaines, les fameuses colonnes infernales du général criminel Turreau, provoquant plus de 200 000 morts, la majorité par assassinat, y compris femmes et enfants. Tous les moyens d'extermination furent mis en œuvre, incendie des récoltes, des bâtiments de ferme et des maisons, empoisonnement des puits, guillotinage ou pendaison, massacre de villageois sans défense, véritable boucherie, comme au Luc-sur-Boulogne en Vendée, noyades groupées par centaines dans la Loire, et même gazage, grilles et fours crématoires. Certains historiens actuels n'hésitent pas à parler du premier génocide de l'époque contemporaine, précédant de plus de 100 ans le génocide arménien, en 1915, et de 150 ans celui des Juifs sous l'occupation allemande de 1941 à 1944. Une seule phrase résume la férocité, la bestialité sanguinaire des soldats de la répression républicaine, celle de Westermann, lorsqu'il écrase les restes de la grande armée royale et catholique au retour de sa virée de Galerne. Les Vendéens s'étaient imaginé de traverser la Loire, remonter jusqu'en Normandie, à Granville, où les Anglais leur avaient promis du ravitaillement et des armes. Malheureusement, les Anglais n'étaient pas là, et la tournée de Galerne a viré à la tournée de défaite et de détresse. Donc, au retour de sa virée de Galerne, celui qu'on surnomme le boucher de la Vendée, c'est-à-dire Westermann, écrit au comité du salut public de la Convention. Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous nos sabres libres, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. Suivant les ordres que vous m'aviez donnés, j'ai écrasé les enfants sous les sabots des chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. Voilà les paroles, c'est lui-même qui témoigne de ce qu'il a fait, un criminel. Au XXe siècle, le service militaire, qui restera particulièrement long en France, 3 à 4 ans selon le corps d'armée en 1912, 1 an et demi à partir de 1923, 2 ans et demi pendant la guerre d'Algérie, 16 mois jusqu'en 1970, puis 1 an jusqu'à l'abolition de la conscription obligatoire en 1996. Le service militaire est toujours très dur par les sanctions. Les déserteurs sont fusillés pendant la guerre de 14-18, puis condamnés à de longues peines de prison et des corvées. Les rebelles sont dégradés, maltraités, soumis à des corvées, en plus, bien sûr, d'être privés de permission. Et la mort au champ d'honneur seront les 2 autres moyens importants de détruire définitivement l'insoumission des provinces de l'Ouest. On affecte l'essentiel des conscrits de la région Ouest dans l'infanterie. En 14-18, ils serviront de chair à canon. Pour oublier la peur de crever et éviter les désertions, on livre sur le front de l'eau-de-vie. En quantité, faire boire les soldats est ainsi devenu une habitude. Alcool pour tenir, c'est une citation. Alcool pour agir, alcool pour viser et tirer, alcool ensuite pour oublier. Désormais, c'est de la drogue qu'on distribue aux djihadistes et aux djihadis qui deviennent des bêtes affamées de sang en Syrie et en Irak. L'histoire ne servira-t-elle jamais de leçon à ceux qui nous gouvernent? Il n'y a pas de bonne guerre, ni de guerre juste, surtout aujourd'hui où les militaires ont des moyens si puissants pour tuer, particulièrement les populations civiles sous les bombardements. Voilà, j'ai fait
petite, petite conférence, hein, simplement pour témoigner de ma volonté de démilitariser toutes les zones possibles de la planète, et particulièrement l'océan Indien, puisque c'est un océan de paix pour l'instant. Je suis antimilitariste, je ne le cache pas. Je pense que toute solution de paix est préférable à une solution de guerre. Merci.